Bonjour à tous et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un problème récurrent que l'on retrouve dans le trading, donc quand on débute en général, sur tout le contenu qui existe sur internet, parce que c'est un peu le sujet de cette chaîne, c'est de partager des concepts beaucoup moins partagés justement au niveau de la finance quantitative et de ce qui peut être utilisé par les professionnels. Et donc quand on arrive et qu'on essaye d'apprendre le trading en général et qu'on voit le contenu récurrent sur internet, on voit qu'ils nous disent une chose, qu'en trading, le plus important, c'est la psychologie. Finalement, beaucoup de gens ne sont pas disciplinés sur les marchés financiers. Beaucoup de gens sont dominés par leur biais psychologique. D'accord? Donc, tu peux être le meilleur trader au monde. Un jour ou l'autre, tu vas péter un câble. Donc, c'est pas le sujet de la vidéo, même si ça aura aussi peut-être une vidéo dans le futur, hein. La psychologie serait le plus important, que trouver une stratégie efficace, en fait, c'est hyper simple, et que ce qui manque, c'est seulement avoir une bonne psychologie. On verra ce problème plus tard, mais il y a aussi une deuxième chose. On nous dit que le plus important, c'est le money management et la gestion du risque. Et pour gérer son risque, il faut utiliser des stop-loss. Et que c'est la chose hyper importante en trading, c'est le stop-loss. Sur le money management, mais là on va plus parler du risque, c'est-à-dire là où on va positionner notre stop-loss, combien on va risquer par trade, etc. etc. Et en général, ces personnes-là vous disent « Oui, moi je risque combien par trade ? Je risque 2%. » Et quand on regarde ce qu'ils appellent en fait risquer 2%, c'est en gros, si l'actif en question qu'ils sont en train de trader dépasse leur stop-loss, et donc leur stop-loss se fait hit, eh bien ils perdent 2% de leur capital. C'est ce qu'ils vont dire. Et en général, c'est s'ils considèrent pas le levier, parce que la plupart de ces mecs-là traitent des CFD, mettent du levier et font leur 2% sur... Enfin, pas tous, hein, là je généralise, mais font leur 2% sur TradingView en prenant le petit outil de mesure de la règle qui regarde juste en gros le pourcentage de variation sur le graphe, qui n'est pas mauvais en soi, mais l'utilise sans considérer que eux vont mettre du levier par la suite et donc vont amplifier ces variations. Donc c'est encore plus biaisé. Mais c'est pas ça le problème. Partons du principe qu'ils mesurent bien ce qu'ils perdraient si le prix dépasse leur stop loss et considèrent cette perte comme le risque en question. C'est quoi le problème ? C'est que, oui, mais d'accord, mais le stop loss peut très bien être tapé dans 10 ans, si le prix ne bouge quasiment pas. Ou il peut être tapé dans 1 minute, peut-être. Il n'y a pas de considération de temps. Et il n'y a pas non plus de considération quelle est la probabilité que mon stop loss se fasse toucher. Ça, on s'en fiche aussi. En quoi ça, c'est un problème ? C'est un problème dans la quantification de l'incertitude. On n'est pas précis sur ce qu'on mesure. On appelle ça un risque, mais dans l'industrie financière, c'est ce qu'on va voir. Comment réellement on quantifie le risque ? Il y a plein de mesures de risque. La plus connue, c'est l'écart type des rendements, ou l'écart type des log return, ou des log rentabilité en français. Et donc, pour mieux comprendre cet écart type, il faut considérer ce que c'est la variance. La variance, c'est la moyenne des écarts au carré de la moyenne. Voilà la formule, et l'écart type, c'est la racine carrée de cette variance. Donc, l'écart type ne peut pas réellement s'interpréter directement comme la moyenne des écarts à la moyenne. Parce que la racine carrée d'une somme ne peut pas être égale à la somme des racines carrées. Mais il nous donne une valeur un peu plus interprétable par rapport à notre moyenne que la variance. Si on voudrait avoir réellement la moyenne des écarts à la moyenne, il faudrait prendre par exemple la valeur absolue. Donc je vais vous mettre la formule, mais la somme des valeurs absolues des écarts divisé par n. Donc là on parle en écart type et variance, les estimateurs de l'écart type et de la variance par rapport à une population. Voilà, pour vraiment simplifier. Donc en fait on peut l'interpréter du coup, la variance, on peut l'interpréter à quoi on peut s'attendre en moyenne des écarts à notre moyenne. Et tout ça mis au carré. Et pour l'écart type, ça nous permet de nous rendre compte à peu près l'ordre de grandeur de cette variance par rapport avec une valeur un peu plus proche de notre moyenne. En gros, c'est ça l'intérêt de l'écart type. Et ça mesure l'amplitude, voilà, l'écart type des rentabilités mesure l'amplitude
que vont avoir nos variations de prix sur une certaine échelle de temps, qui va être l'échelle de temps avec laquelle on a mesuré notre écart type. Donc quotidienne, ça va être l'amplitude de nos variations quotidiennes, et on peut l'annualiser en le multipliant par la racine carrée du nombre de périodes sur lesquelles on l'a estimé dans une année. Donc ici, on l'a estimé sur une échelle de temps quotidienne. Donc pour voir à quoi vont ressembler nos variations sur une échelle de temps qui va être, elle, annuelle, eh bien on va le multiplier par 252. Car il y a 252 jours de cotation dans une année. Et encore une fois, donc si on parle en écart type annuel, c'est à quoi on peut s'attendre des variations futures du prix de notre actif sur une échelle de temps annuelle, une fois qu'on l'a annualisé. Donc on voit qu'il y a une notion de variation, autant ici à la hausse qu'à la baisse, et sur une certaine plage et échelle de temps. Et donc ce qui est important, c'est de voir la variance ici, de se rappeler ici de quoi est dérivé l'écart type. Il est dérivé de la variance qui, elle, représente à quoi on peut s'attendre en moyenne, donc à quoi on peut s'attendre en moyenne des écarts des variations de prix par rapport à leur moyenne. Et tout ça au carré. On ne parle pas seulement des écarts des variations de prix à leur moyenne, mais on l'élève au carré. Et on regarde en moyenne à quoi on peut s'attendre de cet objet-là. J'essaierai de mettre des animations. Voilà pour l'écart type. On voit bien que déjà ici, cette notion de base, l'écart type des rentabilités qui a plein de défauts et plein de problèmes, mais c'est déjà parce qu'on voit qu'il y a une notion de temps ici, de perte moyenne, enfin de variation moyenne, d'amplitude de variation moyenne par rapport à une certaine temporalité. D'amplitude de variation d'ailleurs, on s'en fiche qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, parce que ce que l'on mesure, c'est l'écart par rapport à la moyenne. Il y a d'autres mesures de risque. Il y a le semi-écart type, qui est utilisé dans le ratio de Sortino, qui prend juste en compte les variations qui vont être en dessous d'un certain seuil. Donc, j'ai fait une vidéo dessus déjà. Et donc, cette mesure-là étend et modifie la notion d'écart type, parce qu'on s'en fiche en fait d'un risque à la hausse. On est très content si les variations dévient de leur moyenne à la hausse, tant mieux, on gagne. Par contre, si elle dévie à la baisse, c'est un peu moins bon. Et c'est ça le risque. Là, on part du principe qu'un risque, ça doit seulement être des variations qui nous fait perdre de l'argent, ou en tout cas qui sont en dessous d'un certain seuil. Et on garde toujours cette notion de temps, sur ces variations sur une certaine temporalité. Ensuite, on a la value at risk, qui rajoute quoi? Donc là, la value at risk, c'est quelle est la perte maximale auquel on peut s'attendre avec un certain degré de certitude, et sur une certaine échelle de temps. Prenons l'exemple de la classique value at risk à un jour avec 99% de certitude. Et bien là, quel est le risque qu'on mesure? Comment on peut interpréter cette value at risk? Comme le risque maximal auquel on peut s'attendre avec un degré de certitude de 99%. Le risque maximal, ici, on parle bien sûr d'une perte. À quelle perte on peut s'attendre? Sur une certaine échelle de temps, donc à sur un jour, avec un certain degré de certitude. Voilà comment on peut interpréter la value at risk, qui est une mesure de risque très 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 utilisée en finance. Ensuite, les hypothèses de base pour la calculer, c'est autre chose. Les manières de la calculer, les modèles pour la calculer, c'est autre chose. Et il y en a une multitude, mais l'idée restera toujours la même quand on parle de value at risk. Ensuite, il y a différents types de risques. Par exemple, le risque du bêta dans une stratégie. Le risque du bêta, qu'est-ce que c'est? Dans le MEDAF, le bêta, c'est en gros à quel point on va être exposé aux variations du marché. Donc plus notre bêta est élevé, plus les variations de notre portefeuille par rapport à celles du marché vont être élevées. Donc si on a un bêta à 1,6 par exemple, eh bien cela veut dire qu'en moyenne, quand le marché va énormément augmenter, à la hausse sur une certaine échelle de temps, on garde cette temporalité, ici cette notion de temps, qu'il n'y a pas avec le stop loss. La distance de stop loss, on s'en fiche en fait, il n'y a pas de temps, rien, c'est juste si ça touche le stop loss, on perd temps, mais c'est très simpliste. Et on voit tout le temps les mecs parler de ça, alors que c'est une mesure de risque très mauvaise en fait. Si tu fais ta gestion du risque basée là-dessus, je vois pas où tu sors ton avantage compétitif par rapport aux autres.
utilisent des outils bien plus sophistiqués. Donc là, le bêta, si tu as un bêta de 1,6, ça veut dire que en moyenne, quand le marché aura une variation quelconque, toi, ta variation sera 1,6 fois plus élevée que celle du marché. Bien sûr, la variation du marché, c'est la variation de la prime de risque dans le MEDAV du marché. Donc c'est-à-dire que c'est la différence entre la variation du marché moins le taux sans risque. C'est le détail du modèle. Il faudrait une vidéo en particulier. Mais là, on parle du risque de marché. Dans le MEDAF, il y a aussi le risque diversifiable, le bruit. Les variations bruyantes qui ne sont pas dépendantes de celles du marché, qui ne sont pas dépendantes non plus de la quelconque performance de l'investisseur. Et donc, ce risque diversifiable, lui, peut être supprimé comme il est appelé, en diversifiant notre portefeuille. Ensuite, il y a le risque de défaut, par exemple. Donc, pour résumer, le risque ne se résume pas, et souvent, en fait, c'est jamais le cas, à une distance entre un prix d'entrée en position et un stop loss, mais est souvent, en fait, il y a une notion de perte moyenne ou maximale, ou une notion de perte, en fait, en général, avec un certain degré de certitude pour la value at risk, mais en la quasi-totalité du temps, il y a la notion de temporalité. Sur combien de temps on peut s'attendre à telle perte, ou sur combien de temps on peut s'attendre à tel degré de certitude. Par exemple, on peut voir quelle est la probabilité pour que le portefeuille se retrouve sur tel intervalle, sur une certaine échelle de temps. Donc on voit bien qu'il y a souvent une notion de probabilité, d'avoir une certaine perte, un certain intervalle dans lequel notre portefeuille, sur cette temporalité-là, pourra se trouver. Donc voilà, autant à la baisse qu'à la hausse. Donc ça mesure une incertitude. Mais il y a cette notion de probabilité, d'amplitude, de risque, d'incertitude ou de perte, et surtout de temporalité. La quasi-totalité du temps, il y a une temporalité qui est utilisée pour définir ce risque. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, pour essayer d'apporter une ouverture un peu sur le sujet qui est le risque. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner, activer la cloche des notifications. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.